Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale, votre émission podcast dans laquelle les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie parlent de décolonisation, de féminisme et conversent avec des militantes, chercheuses, femmes engagées d'ici, du Pacifique et d'ailleurs. Pour ce 15e épisode de la saison 2 de la pause décoloniale, nous consacrons un temps d'échange sur la situation de la Palestine, à qui nous apportons notre total soutien, notre solidarité. Anaïs Douang-Pedika, contributrice régulière de la pause décoloniale, originaire de Kanaki Nouvelle-Calédonie, revient sur l'histoire de la colonisation israélienne en Palestine. Anaïs Douang-Pedika est en Finlande où elle finit son doctorat en sciences sociales et se spécialise en études critiques de la race et du colonialisme de peuplement en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Anaïs est aussi militante pour la Palestine et participe aux manifestations organisées pour la Palestine en Finlande depuis plusieurs années. Elle organise actuellement des séminaires sur la Palestine en Finlande et est co-organisatrice de la semaine de solidarité à la Palestine à Turku en Finlande. Une semaine entière d'événements, de diffusion, de films, d'ateliers, de cercles de lecture et de mobilisation qui ont pour but d'éduquer le public sur l'histoire de la colonisation israélienne en Palestine. Dans ce 15e épisode, Anaïs, à l'appui de ses recherches et de son engagement, nous dresse une grille d'analyse sous l'angle d'une colonie de peuplement, son action visant l'anéantissement du peuple autochtone qui résiste à l'occupation coloniale. Cette approche nous interpelle sur les dynamiques racistes et coloniales de domination qui perdurent et qui aboutissent à ce que l'on peut qualifier de génocide, comme c'est le cas en Palestine ou encore dans notre région Pacifique, en Papouasie occidentale. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Peut-on revenir sur les origines du conflit et en particulier les récents événements? Alors, merci pour cette question. Déjà, j'aimerais commencer par préciser que je ne suis pas une experte sur la question de la Palestine. Je suis une fille du pays qui est chercheuse sur les questions de race et de colonisation de peuplement en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et je suis solidaire avec le peuple palestinien, de même que je suis solidaire avec le peuple kanak ou papou. Pour répondre à ta question sur les origines du conflit, je pense que c'est important d'utiliser le bon vocabulaire pour parler de la Palestine. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur l'utilisation du mot conflit ou même du mot guerre dans le contexte de la relation entre la Palestine et Israël, parce que la Palestine, c'est pas un État souverain qui s'autodétermine, alors qu'Israël, c'est un État souverain qui occupe les territoires palestiniens. Donc pour moi, la façon la plus apte à caractériser la relation entre Israël et la Palestine, c'est le concept de colonisation de peuplement, comme au pays. C'est-à-dire que la question de l'accaparement des terres par les colons est centrale. Il y a un accaparement des terres, mais il y a aussi un désir et un besoin de remplacer le peuple autochtone par les colons. Donc c'est important de comprendre que la Palestine représente les terres ancestrales du peuple autochtone palestinien. Avant Israël, il y avait des Palestiniens, musulmans, chrétiens, juifs, qui habitaient en Palestine en paix. Donc l'idéologie sur laquelle est basé le colonialisme de peuplement israélien, c'est le sionisme. Pour les penseurs sionistes du 19e siècle, c'était très clair que leur rapport à la Palestine, c'était un rapport colonial qui consistait à établir un État juif en Palestine. Israël, en tant qu'État-nation, l'État qu'on connaît aujourd'hui, il s'est constitué en 1948. En 1948, c'est une date, c'est une année qui est appelée la Nakba par les Palestiniens. Nakba, ça veut dire la catastrophe en arabe, car c'est une année de deuil qui a marqué la dépossession des Palestiniens. Mais déjà en 1917, à travers la déclaration Balfour, le Royaume-Uni se déclare en faveur de l'établissement en Palestine d'un projet national pour le peuple juif, ce qui a été validé par les États-Unis et la France notamment. Donc cette déclaration Balfour, elle est considérée comme une des premières étapes dans la création de l'État d'Israël. Après ça, les sionistes ont activement encouragé l'immigration massive de Juifs d'Europe en Palestine pendant la première partie du XXe siècle. Et cette immigration massive, elle a été ensuite suivie d'un nettoyage ethnique du peuple palestinien afin de minoriser les Palestiniens sur leurs terres. Donc aujourd'hui, le sionisme, c'est l'idéologie nationale d'Israël. Et pour en revenir à ce qui se passe actuellement en Palestine, il faut comprendre que le peuple palestinien, il a toujours résisté à la colonisation, comme le peuple kanak au pays d'ailleurs. Et les types de résistance, ils varient.
il y a de la résistance non violente et il y a de la résistance armée. Mais il faut savoir que même si la résistance des Palestiniens est non violente, comme par exemple pour la Grande Marche du Retour, où on a des manifestants palestiniens qui commémorent la Nakba de manière pacifique, Israël réagit toujours de manière violente. Ce qu'on voit à Gaza actuellement, et ça doit être compris dans un contexte où Gaza est sous blocus depuis 2007. C'est pour ça qu'on parle de prison ouverte, parce que Israël contrôle tout à Gaza. L'eau, l'électricité, les produits qui peuvent rentrer, la mobilité des gens. Gaza est aussi entourée de murs pour la séparer entièrement du reste des territoires palestiniens occupés et pour soi-disant protéger les colons israéliens. Les résidents de Gaza, ce sont beaucoup des réfugiés qui ont perdu leur maison et leur terre pendant la Nakba et qui ont dû venir s'installer à Gaza. Donc, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement de cette région-là, mais qui sont réfugiés déjà à cause de la colonisation de peuplement. C'est pour ça qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sont concentrées dans un tout petit espace de 365 km². C'est l'équivalent de la superficie de Koné. Donc, c'est comme si on avait 2 millions de personnes qui vivaient à Koné et que cet espace-là se faisait absolument raser et bombarder par des tonnes de bombes. Sachant que l'appareil et la technologie militaire israélienne, c'est l'une des plus développées au monde. Et on rappelle quand même que la Palestine, c'est pas un État-nation. Et donc, la Palestine n'a pas d'armée, seulement plusieurs groupes armés qui se sont formés dans le but de résister le colonialisme israélien et libérer la Palestine. Donc ça, c'est ce qui se passe à Gaza actuellement. Donc c'est pour ça qu'on parle de génocide à Gaza actuellement, du peuple palestinien. Pendant ce temps-là, sur les territoires donc, palestiniens occupés qui sont en Cisjordanie, donc ça c'est la partie est de la Palestine occupée, le gouvernement israélien, il arme les colons et donc les colons vont terroriser les Palestiniens, couper leur accès à l'eau, les expulser de chez eux. Donc, il faut comprendre que pendant qu'à Gaza, il y a un génocide qui se déroule sous nos yeux, en Cisjordanie, les colons en profitent pour aller voler encore plus de terres aux Palestiniens qui habitent en Cisjordanie. Comment avez-vous suivi le conflit israélo-palestinien? Donc, je suis ce qui se passe en Palestine sur les réseaux sociaux comme Twitter, ou qui s'appelle X maintenant, Telegram et Instagram principalement, ainsi que sur la chaîne télé Al Jazeera. Sur Twitter ou X, il y a des gens de Gaza, ceux qui arrivent encore à charger leur téléphone, parce que depuis le 7 octobre, Israël a coupé l'eau, l'électricité, l'Internet, ainsi que l'entrée de tous les produits, donc les médicaments, les aides humanitaires, le fuel. Donc, ils sont coupés de tout ça, les personnes qui habitent à Gaza. Donc, les personnes... Ils sont coupés de tout ça depuis quand, pardon? Le 7 octobre, depuis donc l'attaque du Hamas sur Israël. Donc, certaines personnes arrivent encore à charger leur téléphone. Donc, on voit des images de personnes qui chargent leur téléphone sur des batteries de voiture. Et certaines personnes ont encore accès à Internet avec des e-cartes SIM. Et donc, les gens tweetent ce qu'il se passe, ils tweetent ce qu'ils voient, et ils partagent des images, des vidéos qu'ils filment ou qu'ils prennent eux ou elles-mêmes. Parce que depuis 5 semaines que les violences d'Israël sur la Palestine et Gaza ont commencé, il n'y a pas de médias internationaux à Gaza pour couvrir ce qui se passe. Ça, c'est parce que Israël n'autorise pas l'accès aux journalistes internationaux de rentrer dans Gaza. Donc, les seules informations qu'on reçoit, ce sont des informations qu'on reçoit des journalistes qui sont, elles ou eux-mêmes, de Gaza et qui y sont actuellement. Malheureusement, Israël... Ça fait penser à West Papua. Exact. Oui, et bien, on retrouve... Ça, je vais y revenir tout à l'heure aussi parce qu'on retrouve beaucoup des mêmes stratégies, en fait, entre Israël et l'Indonésie par rapport à la colonisation du peuple papou et du peuple palestinien. Et donc, Israël bombarde les journalistes et leurs familles en ce moment. Et à ce jour, 42 journalistes depuis le début des attaques aériennes sont morts. Plusieurs journalistes de Gaza ont perdu leur famille entière pendant qu'ils travaillaient. Et on a pu voir des images de ces journalistes à l'hôpital faisant leurs adieux à leurs femmes et à leurs enfants morts avant de retourner tout de suite sur le terrain sans un moment de répit, tellement la situation est grave et que la situation a besoin d'être couverte par le peu de journalistes qui restent constamment. En plus de ça, il y a des jeunes photographes, influenceurs et influenceuses qui sont des civils de Gaza qui utilisent leur plateforme pour parler de ce qui se passe. Donc, on parle de jeunes personnes qui ont tout juste la vingtaine, qui ne sont pas des journalistes, mais qui ont dû se mettre au reportage très rapidement pour ne pas que Gaza tombe dans l'oubli et qu'Israël puisse perpétrer des massacres en toute impunité sans que personne ne sache ce qu'il s'y passe. Donc, en plus des personnes qui sont sur place à Gaza, il
Il y a aussi des Palestiniens et des mouvements palestiniens dans la diaspora. Donc, c'est des Palestiniens qui habitent, par exemple, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, enfin, dans le reste du monde, en Australie, qui relayent beaucoup les informations sur les réseaux sociaux. Donc, en termes de médias traditionnels, donc médias genre télé, radio, tout ça. La grande majorité des médias français, européens et nord-américains, ils sont ouvertement pro-Israël dans leur positionnement et dans leur reportage. Ça se manifeste par les médias qui relayent la propagande de l'État israélien sans aucun filtre critique. Donc, ils ne vont pas chercher à comprendre si l'information elle est vraie ou pas. Ils relayent directement ce qui leur est donné par Israël. On voit aussi qu'ils n'ont pas envie de donner la parole aux militants et aux militantes qui sont pro-Palestine, ou ils minimisent les manifestations pro-Palestine dans le monde. Je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, moi, je suis basée en Finlande actuellement. On a eu une manifestation pro-Palestine à Helsinki, donc la capitale de la Finlande, samedi dernier. La police dit qu'il y avait 4000 manifestants. On sait toujours que quand la police, elle dit un nombre, c'est toujours un peu plus. Donc, on sait qu'il y a au moins 4000 manifestants. Et le lendemain, le média dominant de Finlande fait un article sur le sujet en disant qu'il y avait des centaines de manifestants. Donc, on a dû leur envoyer un message pour leur dire qu'il fallait changer parce qu'il y avait des milliers de manifestants. Pareil, j'ai été à une manifestation il y a quelques semaines en Hollande. C'était une grande manifestation où il y avait des milliers de manifestants. Je crois qu'on était 10 000 manifestants à La Haye. Le soir, j'allume la télé pour voir comment les médias néerlandais ont couvert la situation. Au même moment que notre grande manifestation à La Haye, il y avait une petite manifestation à Amsterdam pour la paix. Donc la paix, il faut la comprendre dans le contexte de la Palestine, c'est souvent dépolitisé. Donc c'était des vieilles dames blanches, environ une 50aine d'entre elles, qui étaient allées défiler dans les rues d'Amsterdam pour demander la paix, quoi, sans adresser la question coloniale. Donc, elles ont eu un reportage de plusieurs minutes où il y a plusieurs de ces dames qui avaient été interviewées. Et après, quand ils ont montré les images de notre manifestation, ils l'ont fait sans son, c'est-à-dire qu'on n'entendait pas nos chants, on n'entendait pas nos demandes. C'était juste quelques secondes et ils n'ont même pas interrogé nos militants. Donc, voilà, c'est pour dire que nous, en tant que manifestants pro-Palestine, on est complètement silenciés. C'est encore pire en France où les manifestations sont interdites et dans d'autres pays d'Europe où les manifestations sont interdites et où il y a des amendes pour participer, pour les gens qui participent à des manifestations pro-Palestine. Donc, à ce point. ouais. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de colère envers les médias et qu'on parle de la complicité des médias européens et américains dans le génocide du peuple palestinien qui vit à Gaza. Vous parliez des images tweetées par les habitants même de Gaza. Quelles sont les images ou les informations qui vous ont le plus marqué? Alors là, je vais peut-être partager des choses qui sont un peu choquantes, donc je m'excuse d'avance, mais ce qui sort, c'est vraiment horrible et choquant. Moi, ce qui me marque le plus, ce sont les vidéos des enfants qui arrivent à l'hôpital et qui sont couverts de poussière parce qu'ils viennent d'être sortis des combres et qui sont encore en train de trembler et qui sont complètement sous le choc, en fait, en état de choc. Ça me marque vraiment. Ou aussi, j'ai vu des vidéos d'enfants qui arrivent à l'hôpital. Donc, ils ont du sang sur la tête. Ces enfants, ils sont blessés avec leurs parents qui sont soit déjà décédés ou qui sont en train de mourir. Et où on a des vidéos où on voit des enfants qui sont en train de voir leurs parents mourir. Ça, je trouve ça horrible. On sait qu'Israël utilise des bombes au phosphore blanc. Ce sont des bombes chimiques qui sont totalement interdites. C'est un crime de guerre de les utiliser. Le phosphore blanc, en fait, ce que je comprends, c'est que ça brûle complètement la peau. J'ai lu sur Twitter un expert sur ce genre de bombe qui expliquait que le phosphore blanc, ça tue pas tout de suite. Donc la seule raison pour utiliser du phosphore blanc, c'est de vouloir tuer les gens de la manière la plus douloureuse possible. Alors, j'ai vu des photos que les médecins, parce qu'en fait, les médecins palestiniens qui sont dans les hôpitaux, ils ont demandé de l'aide internationale parce qu'ils comprennent pas comment soigner. Ils ont jamais vu ce genre de brûlure sur les corps. Et la majorité des victimes en ce moment à Gaza, ce sont des enfants parce que il y a beaucoup, beaucoup d'enfants à Gaza. Donc, il y a des gens, dont des enfants, qui arrivent avec des brûlures. Et quand on regarde les photos et les vidéos des brûlures, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ce sont des trous dans la peau. En fait, ça perfore la peau, ça perfore la chair et ça arrive jusqu'à l'os. Et c'est horrible, les douleurs. Donc, on voit des enfants crier de douleur, sachant qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'antidouleur, parce que tout est interdit à l'entrée à Gaza. Donc, même les gens qui se font opérer, ils se font opérer comme ça, sans Sans anesthésie. Voilà, c'est horrible les conditions. Sachant qu'il y a aussi des mamans qui accouchent. Il y a des mamans qui accouchent, avant leur date. Il y a des bébés qui sont
prématurée, où on a besoin Hmm. d'avoir de l'électricité pour faire fonctionner les machines, pour que les enfants et puis les bébés puissent survivre. Les Euh, couveuses, oui. les couveuses, exactement. Donc là, c'est pour ça que les médecins palestiniens ont demandé un appel à l'aide en disant les bébés en couveuse vont mourir si vous remettez pas l'électricité. Autre image qui me choque, des bébés morts mis les uns à côté des autres où on ne sait pas le nom de ces bébés parce que les familles palestiniennes ont commencé à écrire le nom de leurs enfants sur leurs membres au cas où ils se retrouvent sous des bombes et sous les décombres pour qu'on reconnaisse leur identité et qu'on sache qui ils sont. Donc tu as des enfants qui arrivent en hôpital qui sont soit morts, soit vivants avec leur nom, leur identité écrit dessus. Je trouve ça horrible. Des enfants qu'on retrouve, ou des enfants et des adultes aussi, mais qu'on retrouve sous les décombres en partie de corps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le corps tout entier. On n'a retrouvé qu'une main. Donc, on donne aux parents des fois des sacs en plastique avec marqué reste d'un tel, d'une telle. C'est horrible en fait les images qui sortent. Donc ça ce sont il y a des gens qui sont... Le nord de Gaza a été forcé à être évacué. Mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont nulle part où aller dans le sud de Gaza, ou parce qu'ils sont handicapés, ou parce qu'ils sont dans les hôpitaux. Ils sont réfugiés ou ils sont blessés, donc ils ne peuvent pas partir. Les gens qui partent et qui marchent, qui sont forcés à marcher pendant des heures parce que c'est obligé de marcher, on n'a pas le droit de prendre de voiture et de toute façon, il n'y a plus de fuel, donc voilà. Il y a des corps morts sur le côté de la route. Donc, il faut voir l'image où on marche avec sa famille. On a des enfants, il y a des corps morts, du sang partout, des parties de corps comme ça qui traînent sur le côté. Donc, c'est les images qui sortent de Gaza en ce moment, qui ne sont pas filmées par des journalistes internationaux parce qu'ils n'y sont pas, sont filmées par les gens eux-mêmes. Et au-delà des images, on peut juste imaginer, parce que du coup, les gens n'ont pas le temps d'enterrer leurs morts. Il y a des morts qui ne sont même pas identifiés. Il y a des gens qui sont sous les décombres qui sont morts. Il faut savoir que quand on meurt sous les décombres, ça peut prendre des jours avant de mourir. Donc on est sous les décombres, on attend d'être sauvé. Mais comme les sauveteurs et les ambulances se font aussi bombarder, l'aide n'arrive pas. Donc, il y a des morts qui sont dans les rues. Vous imaginez l'odeur, les mouches. Et hier, on apprenait que des chiens affamés mangeaient des corps dans les rues et étaient rentrés dans les hôpitaux pour des hôpitaux qui sont attaqués par l'armée israélienne pour manger des cadavres. Donc, tout ça, ça me choque. Je suis atterrée par tant d'horreurs. Mais je veux juste dire que malgré tout ça, malgré tous ces massacres et ces horreurs, on voit aussi beaucoup la résilience du peuple palestinien et leur volonté de vivre qui est vraiment ancrée au plus profond d'eux-mêmes. On voit les parents qui essaient de distraire leurs enfants pendant les bombardements, qui leur lisent des histoires. Les femmes réfugiées dans des hôpitaux avec des enfants qui leur font l'école dans un coin de l'hôpital. Les hommes qui rassurent les enfants qui ont perdu toute leur famille. Les personnels soignants qui ne dorment quasiment pas et qui mettent leur passion avant tout et qui refusent d'évacuer et laisser leurs patients derrière eux, même alors qu'Israël menace les hôpitaux de bombardement et les bombarde constamment. Des hommes qui sont bénévoles dans les hôpitaux qui essaient de faire rire les enfants traumatisés, les secouristes qui disent aux enfants qui viennent de sortir des décombres qu'ils sont beaux comme la lune. La violence israélienne, elle est telle qu'on peut parler peut-être même de nécrophilie, d'un certain plaisir colonial à voir la mort et la misère des Palestiniens. Mais malgré ça, les Palestiniens, ils sont vraiment animés par un amour de la vie qui est tellement fort qu'ils rayonnent malgré toutes les horreurs qu'on voit à la télé. Il rayonne en plein hécatombe, malgré tout. Voilà. Alors, vous disiez que vous aviez participé à des manifestations et des actions de soutien à la Palestine. Est-ce que le fait que vous affirmiez avec autant de conviction votre positionnement en faveur de la Palestine a impacté vos relations avec les membres de votre communauté, avec votre entourage et même au sein même de votre milieu universitaire? Oui, je participe à des manifestations sur la Palestine. En fonction de où je suis, je vais. Et là, on organise dans ma ville, à Turku, en Finlande, une semaine de solidarité pour la Palestine. Le but, c'est vraiment d'éduquer les gens sur l'histoire coloniale en Palestine, mais aussi leur montrer la richesse et la beauté de la culture et de l'identité autochtone palestinienne, et de leur donner le courage et la force de penser que tout le monde peut se mobiliser pour la Palestine et qu'on peut tous faire quelque chose. Donc, personnellement, moi, dans ma famille proche, c'est-à-dire mes parents, ma sœur, personne n'est vraiment pro-Israël, mais je pense que je suis la seule qui me sent vraiment affectée et qui y pense du matin au soir. Et c'est dur dans le sens où beaucoup de gens sont tristes de ce qui se passe, mais ils veulent pas vraiment entendre les détails des horreurs qui se passent et ils veulent pas trop en parler tout le temps. Et donc, il faut pouvoir doser avec son entourage qui ne suit pas régulièrement
Mais pour moi et pour beaucoup de Palestiniens en ce moment, on a du mal à comprendre comment les gens peuvent continuer à vivre leur vie normalement alors qu'un génocide se passe sous nos yeux. C'est vraiment vécu comme une profonde injustice. Par rapport à ma profession, je suis chercheuse dans une université finlandaise. Oui, c'est un problème parce qu'on voit de plus en plus de militants se faire silencier. Moi, ça m'est arrivé qu'on supprime des publications que je fais dans des groupes universitaires. On nous demande d'arrêter d'être politique, de ne pas associer les universités à des messages politiques, de ne pas afficher des posters d'éducation sur la Palestine ou de soutien à la Palestine dans le milieu universitaire, alors que l'hypocrisie, c'est que quand il y a eu la guerre en Ukraine, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, les universités finlandaises ont été très très rapidement à condamner la Russie, à accepter des réfugiés ukrainiens à venir en Finlande, mais on voit que la même chose ne se fait pas pour le peuple palestinien. J'ai juste envie de dire aussi que pour moi, j'ai été à l'école au pays toute mon éducation, à Nouméa. On m'a appris l'Holocauste en histoire, comme beaucoup d'entre Mhm. nous. Parce qu'on apprend l'histoire de la France et de l'Europe plus que notre propre histoire du Pacifique et du pays. En philosophie, on nous demande ce qu'on aurait fait si on avait été des Allemands dans l'Allemagne nazie, si on aurait été dans la résistance ou si on aurait participé au génocide des Juifs. Et je me dis, tout ça, tout cet apprentissage de cette partie de l'histoire de l'Europe pour que l'Europe elle-même ne soit même pas capable de reconnaître et d'arrêter un génocide qu'elle soutient par son soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Et je me dis, mais quel gâchis! Quel gâchis, parce que nous, on apprend cette histoire-là comme si c'était la nôtre, alors que l'Europe, de son côté, est complètement hypocrite et incapable de reconnaître et faire quelque chose contre le génocide palestinien. Alors, ce conflit est idéologique, mais l'idéologie n'est pas forcément celle qui est dépeinte dans les médias. Est-ce que ce conflit dévoile la façon dont les systèmes de domination, tels que la domination impérialiste, capitaliste blanche, fonctionnent? Oui, alors en fait, c'est très clair qu'Israël, c'est un État colonial qui est soutenu par tous les autres États coloniaux, puisque leurs intérêts économiques et politiques sont liés. Les États-Unis sont le plus grand soutien d'Israël et les États-Unis sont eux-mêmes une colonie de peuplement. Donc, il y a des liens de solidarité entre les peuples amérindiens et Premières Nations aux États-Unis et le peuple palestinien. De même qu'on voit de plus en plus de solidarité, par exemple, avec le peuple maori, les nations aborigènes en Australie et le peuple palestinien. Donc, il faut vraiment comprendre la Et lutte. Kanaki? Et Kanaki aussi, on va y venir. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre la lutte du peuple palestinien pour sa libération comme vraiment une lutte autochtone, pour sa souveraineté. C'est important. Donc, il y a des liens de solidarité, comme je disais, entre les peuples autochtones aux États-Unis et le peuple palestinien. Et en fait, à travers la question de la Palestine et donc de la souveraineté du peuple autochtone palestinien, on voit bien l'ordre eurocolonial des puissances impériales qui se soutiennent entre elles parce qu'elles bénéficient de l'oppression des peuples autochtones dans le monde et du vol et de l'exploitation des terres autochtones. Et elles ont intérêt à ce que ce monde impérial, capitaliste, blanc, ne s'écroule pas. L'existence d'Israël, elle est possible que par la violence quotidienne envers le peuple palestinien, que ce soit les Palestiniens qui vivent à Gaza, ceux qui vivent en Cisjordanie ou à Jérusalem, ou ceux qui ont la citoyenneté israélienne et qui vivent en Israël sur les anciennes terres palestiniennes. L'existence d'Israël, elle dépend complètement de la dépossession des Palestiniens, c'est-à-dire que, comme au pays, il a fallu déposséder les Palestiniens de leurs terres pour pouvoir y installer des colons israéliens. Donc même les Palestiniens qui vivent dans la diaspora dans le monde, donc en Europe, en Afrique, en Océanie, ce sont des gens qui sont issus de cette dépossession coloniale et qui ont dû aller vivre ailleurs. Donc Israël, comme je disais tout à l'heure, elle impose tout aux Palestiniens. Israël, elle impose où ils peuvent vivre, où ils peuvent se déplacer, s'ils peuvent voyager, s'ils peuvent même faire des travaux dans leur maison, l'accès à l'eau. À Gaza, ils imposent ce qu'ils peuvent manger, boire, où les pêcheurs peuvent pêcher, ce qui peut être planté, ce qui peut être récolté. C'est une domination totale. À côté de ça, les colons, ils vivent dans les anciennes maisons des familles palestiniennes ou des nouvelles maisons construites dans les villages et les villes rasées, dans le confort avec l'accès à tout, quoi. Et il y a effectivement une dimension raciale. Tu parlais de la suprématie, la domination blanche, dans le sens où les Palestiniens, ils sont tout en bas de la hiérarchie raciale et coloniale. On voit aussi dans les discours des leaders politiques israéliens. C'est-à-dire? Donc c'est-à-dire que tu as une hiérarchie raciale et coloniale en Israël, où les Palestiniens sont tout en bas. Et au-dessus de cette hiérarchie raciale, ceux qui bénéficient le plus de la colonisation, c'est qui?
ce sont les Israéliens d'origine européenne. Parce qu'il y a aussi des Israéliens qui sont d'origine arabe, qui viennent d'Afrique du Nord, qui eux aussi sont opprimés, mais moins que du coup les Palestiniens, parce que les Palestiniens, c'est sur leur terre que c'est construit. On revoit, c'est un peu le même schéma qu'on va retrouver au pays, où le peuple kanak va systématiquement se retrouver en position d'oppression par rapport au reste des gens qui vivent en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Tout en haut de la hiérarchie raciale, on va retrouver en général les Blancs français. Ensuite, on va retrouver des Blancs calédoniens. Ensuite, on va retrouver les populations racisées du pays qui sont là en colons, parce qu'ils ne sont pas autochtones au pays, ils ne sont pas kanaks, donc qui sont moins favorisés que les Blancs, mais qui sont quand même en position de privilège par rapport au peuple kanak, parce que c'est le peuple kanak qui est colonisé en Kanaki. Donc c'est la même chose qu'on va retrouver en Israël et Palestine. Et je voulais dire aussi que cette question raciale, on la retrouve même jusque dans les discours des leaders politiques israéliens, pour dire à quel point, en fait, les leaders politiques israéliens, ils ne se cachent pas du tout de leur racisme et de leur colonialisme, parce que les Palestiniens sont déshumanisés constamment. Ils sont comparés à des animaux. Par exemple, le ministre de la Défense israélien, il y a quelques semaines, il a qualifié les Palestiniens d'animaux humains. C'est ces mots, pour justifier le génocide. Il y a cette idée que tous les Palestiniens aussi sont des terroristes, qui est véhiculée par Israël, et qui fait partie de ce stéréotype occidental qui existe sur les hommes arabes, et qui permet aux puissances impériales d'attaquer des territoires de la région en toute impunité sous couvert de lutte contre le terrorisme. Et je veux rappeler que ce n'est pas que dans cette région-là, parce qu'on rappelle que les résistances des peuples autochtones, historiquement, que ce soit en Algérie, que ce soit au Vietnam ou même au pays, en Kanaki, ces résistances-là, elles ont toujours été caractérisées de terrorisme par les puissances coloniales. Ça fait partie du discours colonial. Par contre, le colonialisme et le génocide des peuples autochtones par ces puissances impériales-là, il n'est jamais qualifié de terrorisme. Donc, ça marche que dans un sens. Il y a quelques années, il y a une membre du Parlement israélien qui a dit que les femmes palestiniennes élevaient des petits serpents, je cite, et des futurs terroristes dans leur maison. Et donc, elle expliquait que les mères et les enfants devaient aussi tous mourir et que leur maison devait être détruite pour qu'il n'y ait plus de terrorisme. Ces discours, ce sont vraiment des discours suprémacistes blancs et coloniaux qui cherchent à justifier la continuation du colonialisme en Palestine. Comment on peut expliquer le peu d'intérêt pour ce conflit ici en Kanaki, Nouvelle-Calédonie? Je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, la Palestine, c'est loin et les gens, ils se sentent pas forcément concernés. Ensuite, les médias locaux, ils s'y sont pas intéressés et les médias français, encore une fois, ils ont un positionnement pro-Israël. Donc, en fonction de ce qu'on consomme, si on va pas vraiment chercher l'information des Palestiniens eux-mêmes ou de chaînes engagées beaucoup plus critiques comme Al Jazeera, on n'obtient pas l'information. Ensuite, je voudrais quand même dire que historiquement, il y a une solidarité au pays qui se manifeste à travers l'USTKE, notamment, entre le peuple kanak et le peuple palestinien, puisque, comme on l'a vu, le point commun est que dans les deux cas, on parle de colonisation de peuplement, même si elle opère de manière différente dans les deux contextes, c'est la même structure de domination. Par exemple, il y a eu des manifestations pour la Palestine qui ont été organisées par l'USTKE ces dernières années. Et récemment, André Forrest, le président de l'USTKE, il a dit, et je cite, « La question palestinienne est un dossier majeur pour l'USTKE et nous avons toujours été présents pour répondre au niveau de la solidarité avec le peuple palestinien. » Fin de citation. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une marche pour la Palestine en solidarité à la Palestine qui est organisée le 18 novembre, c'est ça? Le samedi 18 Oui, ce samedi 18 novembre. Rendez-vous à 7 heures au parking, à la Vallée du Tir, au parking en face du local de l'USTKE. Yes. Exactement. Et donc ça, c'est pour l'USTKE. Mais l'Union calédonienne a aussi écrit et partagé un communiqué il y a quelques semaines en soutien à la Palestine. Malheureusement, dans ce communiqué, l'UC avance soutenir une solution à deux États. Donc, ça veut dire qu'un État palestinien soit créé à côté de l'État d'Israël. Cette solution, elle a été jugée non faisable et elle a été abandonnée diplomatiquement il y a quelques années. Et elle est très loin de faire l'unanimité auprès du peuple palestinien, puisque ça veut dire qu'une partie des terres palestiniennes volées ne serait pas rendue et appartiendrait encore à Israël, de même que l'État d'Israël lui-même refuse catégoriquement la création d'un État souverain palestinien. Malgré tout,
Tout ça pour dire qu'il y a un soutien politique à la Palestine au pays qui ne date pas du mois dernier. Mais pour en revenir au désintérêt ou peu d'intérêt des gens du pays sur la question de la Palestine, il faut aussi parler de l'influence qu'a eu l'évangélisation de nos îles sur les opinions publiques sur la Palestine. On remarque notamment que beaucoup des voix pro-Israël en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, ce sont des voix religieuses qui utilisent la Bible pour justifier la colonisation israélienne en Palestine. On appelle cela du sionisme chrétien et il est très présent dans les groupes évangéliques notamment, et ça s'est répandu dans tout le Pacifique. Par exemple, il y a un an, la municipalité israélienne de Jérusalem avait partagé une vidéo d'une délégation avec visiblement des danseurs et danseuses kanak qui s'étaient rendus dans la ville occupée par Israël pour participer à la marche de Jérusalem. Dans cette vidéo, on voit des drapeaux kanak avec une pirogue dans le cercle jaune qui représente le soleil. Alors, c'est un drapeau de Kanaki modifié. C'est C'est ça. pas le drapeau de Kanaki. En Exact. tout cas, ils ont repris les couleurs, ils ont repris le soleil. Et à l'intérieur du soleil, au lieu d'avoir la flèche fêtière, il y a une pirogue. C'est Si ça. je me souviens bien. C'est ça. Et du coup, ces drapeaux, ils sont brandis avec des drapeaux israéliens. Donc, c'est quand même un peu choquant de voir les photos, de voir les couleurs et les symboles de Kanaki, même si c'est pas le drapeau Kanaki, avec le drapeau israélien. Donc, il faut savoir qu'une des stratégies coloniales de l'État d'Israël, c'est de prétendre que les colons sont autochtones à la Palestine. Et donc, dans ce contexte-là, pour réussir à faire ça, Israël essaye de créer des liens avec d'autres peuples autochtones, notamment à travers la religion. Et je voudrais aussi parler vraiment très vite fait du lien entre l'impérialisme et la religion. En 1990, dans un entretien avec Jacques Gauthier, la militante kanak féministe Suzanne Ouney, elle expliquait le rôle de la religion dans le projet impérialiste. Elle disait notamment, et là je la cite, « Quand les missionnaires ont appris aux gens à lire et à écrire, ils ont commencé avec la Bible. C'est comme ça que la colonisation et l'empoisonnement du Pacifique s'est passé. Aujourd'hui, il y a des vieux et des vieilles qui pendant des heures vont vous raconter des histoires de Jéhovah et de la terre promise, ce que Jéhovah a dit à Jacob, Moïse, Ismaël et Dieu sait qui d'autre. Ça me rend malade quand les gens qui soi-disant vivent selon la coutume nous parlent de la terre promise d'Israël. Si les sionistes sont allés en Israël pour massacrer le peuple palestinien, voler leurs terres et les mettre dans des camps de concentration, ce n'est certainement pas Jéhovah qui est descendu du paradis pour leur donner la terre promise, mais c'est dû à la déclaration de Balfour de 1917 avec l'approbation de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. » Fin de citation. Donc ça, c'était Suzanne Ouney. Et dans ce passage, elle rappelle vraiment que la question de la Palestine, c'est une question politique, pas religieuse, mais que la religion chrétienne peut parfois jouer un rôle dans la propagande coloniale israélienne. Donc c'est pas tous les chrétiens qui font ça, mais certains. D'ailleurs, c'est pour ça que les chrétiens de Palestine, parce qu'il y a des Palestiniens qui sont chrétiens, tous les Palestiniens ne sont pas musulmans. Donc les chrétiens de Palestine ont écrit une lettre ouverte aux leaders chrétiens occidentaux, parce que ces leaders chrétiens occidentaux, ils semblent cautionner ce génocide par leur silence ou par leur solidarité à Israël. Donc, ils ont cherché à leur montrer leur hypocrisie et leur dire que la religion chrétienne ne cautionne pas la mort, la mise à mort, le génocide et le nettoyage ethnique. Le 27 octobre dernier, une résolution est passée à l'ONU concernant le cessez-le-feu et l'aide accordée à la population de Gaza. 14 pays ont voté contre, dont 6 nations du Pacifique, 6 nations quand même. Alors Fidji, Tonga, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Marshall, Nauru et les États fédérés de Micronésie. Comment peut-on expliquer ce vote? Donc, il y a plusieurs raisons pour ce vote. Déjà, j'aimerais juste dire que toutes les îles du Pacifique ne sont pas représentées aux Nations Unies. Bien sûr, comme nous sommes une colonie, nous ne le sommes pas. Et c'est la même chose pour la Papouasie occidentale, par exemple. Mais je veux vraiment noter qu'à travers les réseaux sociaux, j'ai vu que plusieurs groupes et mouvements papous pour la libération de la Papouasie occidentale du colonialisme indonésien, ces groupes-là, ils allaient dans les manifestations en soutien à la Palestine, avec une compréhension que leur combat est lié à celui de la Palestine, même si leur puissance colonisatrice, qui est l'Indonésie, manifeste aussi de manière complètement hypocrite son soutien à la Palestine, alors que l'Indonésie fait du commerce d'armes avec Israël et colonise violemment le peuple. La cohérence. Ah oui, non, mais voilà, c'est complètement incohérent. Donc, merci aux militants papous qui vraiment soulignent cette hypocrisie. Donc, bien que la majorité des pays qui ont voté contre le cessez-le-feu à Gaza soient des États insulaires du Pacifique, j'aime quand même à m'imaginer qu'une Kanaki et une Papouasie occidentale indépendantes, si ces pays-là avaient été indépendantes et avaient été représentés aux Nations Unies, on aurait fait pencher la balance du côté palestinien.
Enfin, tout ça pour dire. Mais pour revenir à ta question sur le lien entre ces îles du Pacifique et leur affiliation politique avec Israël, elle peut s'expliquer de plusieurs façons et elle diffère en fonction des îles. On n'a pas vraiment le temps de rentrer dans les détails, mais en gros, il s'agit du sionisme chrétien que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est très présent, notamment à Fidji, par exemple, où les gens ne comprennent pas la différence entre l'Israël de la Bible et l'Israël en tant qu'État-nation colonial. Il y a aussi le rôle de l'impérialisme des États-Unis dans le Pacifique, parce que beaucoup des îles micronésiennes, notamment les États fédérés de Micronésie, la République des îles Marshall et la République de Palau, ils ont un traité de libre association avec les États-Unis. Donc ces îles sont sous un protectorat des Nations Unies, administré par les États-Unis. Ça veut dire que ce sont les États-Unis qui sont chargés de la défense de ces pays et ça donne aux forces militaires américaines un accès exclusif à leur territoire en échange d'aide américaine. Donc on rappelle, les États-Unis, ce sont les alliés les plus importants d'Israël. Ça veut dire que aussi que diplomatiquement, ces États du Pacifique ils vont s'aligner sur les politiques internationales états-uniennes. On voit aussi qu'Israël développe sa présence dans le Pacifique à travers d'aide au développement. C'est le cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Fidji, à Tonga, au Vanuatu, en Micronésie et dans les îles Salomon. Les îles Salomon d'ailleurs qui n'ont pas voté contre le cessez-le-feu, où certains de ces États normalisent leurs relations avec Israël en ouvrant des ambassades israéliennes dans leurs îles ou même des ambassades du Pacifique en Israël. Les aides que Israël procure à ces États du Pacifique dans les domaines de l'accès à l'eau, de l'agriculture, de l'éducation, du sport, ils vont en retour avoir un impact sur la façon dont ces États vont voter aux Nations Unies. Donc c'est important de se rendre compte que toutes les aides qu'Israël donne aux États du Pacifique, elles trouvent leur origine dans la violence envers le peuple autochtone palestinien. C'est-à-dire que non seulement Israël, elle empêche le peuple palestinien de se développer dans tous les domaines dans lesquels elle assiste les peuples du Pacifique, mais aussi que les richesses qu'Israël possède et utilise en aide au développement dans le Pacifique, elles sont entièrement liées au colonialisme de peuplement et à la continuation de l'oppression du peuple palestinien. Donc ces aides, elles sont issues du vol des terres palestiniennes, du commerce d'armes israélien, du nettoyage ethnique des Palestiniens. Et donc c'est vraiment important que des voix s'élèvent dans le Pacifique pour refuser que leur gouvernement soutienne Israël et normalise leurs relations diplomatiques avec Israël. Et on a vu du coup beaucoup de voix s'élever, notamment à Fidji. Nous, on avait fait une publication la semaine dernière sur les voix qui s'élevaient dans le Pacifique contre Israël et contre les gouvernements du Pacifique qui étaient pro-Israël. Mais aussi à Tonga et aux îles Marshall, il y a eu des voix qui se sont élevées contre Israël. Et je trouve que malgré tout, ça donne de l'espoir. Et c'est important qu'on cultive notre résistance anticoloniale, qu'on comprenne les liens entre nous, notre résistance anticoloniale à partir de nos pays et nos régions, et en quoi elles sont liées avec les luttes anticoloniales d'autres peuples autochtones dans tout le monde. Et ça inclut le peuple palestinien. Merci Anaïs. Merci beaucoup Rosie pour les questions. Merci Anaïs Douang-Petika pour cette interview. Une interview qui bouscule, qui alerte et qui nous interpelle, nous bouleverse aussi. Et on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe en Palestine actuellement. Cela fait maintenant 75 ans, depuis la création de l'État d'Israël, que le peuple palestinien subit la violence coloniale et se bat pour sa libération. Nous avons aussi abordé dans cette interview la complicité des médias occidentaux dans le génocide des Palestiniens à Gaza, de solidarité internationale à la Palestine, mais aussi des affinités pro-Israël dans le Pacifique. Le 7 octobre 2023, le bras armé de l'organisation politique du Hamas a coordonné une attaque dans les territoires occupés, capturant des otages israéliens pour pouvoir les échanger contre les milliers de prisonniers politiques palestiniens, dont une centaine sont des enfants enfermés et torturés dans les prisons israéliennes. Suite à cette attaque, l'armée israélienne a répondu par des bombardements violents à Gaza, tuant des civils et ciblant des écoles, des universités, des hôpitaux, des quartiers résidentiels afin de faire le plus de dommages possible. À la date du 2 novembre et en l'espace d'un mois, Israël avait utilisé l'équivalent de 25 000 tonnes de bombes, soit l'équivalent de 2 bombes nucléaires sur Gaza, un espace représentant la superficie de la commune de Koné. Après plus de 5 semaines d'attaques et bombardements de la puissance coloniale israélienne sur Gaza en Palestine, au moins 11 100 Palestiniens et Palestiniennes sont morts. Plus de 4 600 d'entre eux sont des enfants.
Et en fait, 70% des personnes tuées sont des femmes et des enfants. L'Organisation internationale de la santé compte au moins 238 attaques sur les hôpitaux depuis le 7 octobre. L'UNICEF a annoncé récemment que plus de 700 000 enfants à Gaza sont déplacés en raison des bombardements de leurs maisons et ce sont des familles entières qui sont touchées. Certaines même n'existeront plus. Et dans ce contexte d'horreur et de massacres quotidiens, des millions de personnes dans le monde manifestent pour la Palestine toutes les semaines depuis les attaques datant du 7 octobre pour demander un cessez-le-feu, l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, ainsi que la fin de l'occupation et de la colonisation israélienne des terres palestinienne. D'ailleurs, ici en Kanaki, nous vous donnons rendez-vous ce samedi 18 novembre 2023 à la manifestation organisée par l'USTKE. Rendez-vous est donné à 7h à la vallée du Tir au parking en face du local de l'USTKE. Venez nombreux manifester votre soutien, votre solidarité avec le peuple palestinien. À très bientôt pour une nouvelle pause décoloniale.